c'est pour un anniversaire qu'on est tous là aujourd'hui. Vous ne le savez pas, en fait, c'est l'anniversaire de ChatGPT. Donc, c'est l'anniversaire de la Gen AI, de l'intelligence artificielle générative. Et l'intelligence artificielle générative, elle a 3 ans. Et à cette occasion, je vais vous poser 3 questions. Ma première question, c'est l'acheteur va-t-il être augmenté? Super. De combien sur la fiche de paye? Non, en fait, il est indéniable que la Gen AI arrive à un moment opportun où la fonction achat n'a jamais eu autant d'activités, autant de missions, autant d'enjeux. Mais du coup, la tentation est forte de se reposer de plus en plus et en majorité sur la Gen AI. Et par rapport à ça, ça va générer 3 types de problèmes. Le premier problème, c'est ce qu'on appelle de l'engourdissement cognitif. De l'engourdissement cognitif, en fait, qu'est-ce qui fait la force de notre cerveau? Ce qui fait la force de notre cerveau, c'est sa neuroplasticité. Moins vous l'utilisez, plus vos connexions synaptiques vont s'atrophier, et avec elles, même vos connaissances acquises vont s'étioler. En fait, vous devez être comme des pilotes dans un avion, les acheteurs. C'est-à-dire, vous devez gérer le pilotage automatique, mais en cas de besoin, en cas de problème, vous devez être capable d'avoir les connaissances suffisantes pour reprendre les commandes en main. Le deuxième point, c'est vraiment une interrogation, c'est pourquoi apprendre quand on a ChatGPT qui répond? Et là, j'ai quand même beaucoup d'étudiants du Master d'ESMA de Grenoble IAE INP. Quand même, j'aimerais bien qu'en rentrant, ils apprennent. D'accord? Donc, ici, j'ai juste une question pour vraiment vous faire saisir l'étendue du problème. Quand on parle de l'obsolescence des compétences et donc des connaissances, elle n'a jamais été aussi forte. Quelle est d'après vous la durée moyenne des compétences entre 1985 et 2025? Une idée? 1985, 30 ans. 2025, 5 ans, du fait de la digitalisation en particulier. Ce qui veut dire qu'il va falloir développer une appétence, un enthousiasme pour apprendre perpétuellement. C'est essentiel. Et puis le dernier risque, c'est un risque de paresse cognitive. Et ça, bien évidemment, j'ai adoré ce que le directeur achat de Naos a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en fait, la Gen AI, c'est pas intelligent, c'est juste des probabilités. Comme c'est juste des probabilités, en fonction, bien évidemment, des datas sur lesquelles elle va être entraînée, en fonction des datas qu'on lui met à disposition, en aucun cas, elle ne vous sort ce qui est vrai. Elle vous sort ce qui est juste probable. On est d'accord? Donc, par rapport à ça, en fait, il va falloir que de plus en plus, l'acheteur développe ce que l'anthropologue Dan Sperber appelle de la vigilance épistémique. C'est-à-dire votre capacité à savoir évaluer la fiabilité d'une information avant de l'utiliser et avant de l'intégrer. Donc en fait, si je réponds à ma première question, est-ce que l'acheteur est augmenté? Si un acheteur se croit augmenté, le risque, c'est qu'il arrête d'apprendre, c'est qu'il diminue sa vigilance cognitive, et c'est qu'en plus, il diminue justement tout ce qui va être sa capacité intellectuelle. Donc in fine, le risque, c'est quoi? C'est qu'il soit diminué. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc oui, on va être supporté, oui, on va être aidé, oui, on va avoir des assistants, mais il faut arrêter de se croire augmenté. Deuxième question, est-ce que la Gen AI va remplacer les acheteurs? Alors là, vous écoutez Sam Altman, qui est le patron fondateur, d'accord, de ChatGPT OpenAI. Il vous dit, ma solution, mon outil va remplacer des millions de jobs. Ben ouais, mais il faut quand même qu'il fasse miroiter le fait qu'en ce moment, il est en train de perdre des milliards, des pertes colossales. Sur 2025, sur 3 mois, il a perdu, 3 mois, hein, on est d'accord? Il a perdu 12 milliards de dollars. Donc il faut quand même faire rêver. Si on revient aux sources et si on revient au père, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, Herbert Simon, prix Nobel d'économie, il nous disait à l'époque, en fait, il faut choisir les outils en fonction du type de problème que l'on a à gérer et en fonction de la complexité du problème. Maintenant, on regarde en achat. Si on regarde en achat, en fait, par rapport à du catégorie management, par exemple, il ne serait pas aberrant d'imaginer que de l'agentic AI puisse gérer tout ou partie d'un processus achat-approvisionnement pour des catégories d'achats qui sont non critiques,
non complexes, non impactantes sur le business, récurrentes, etc. Bien évidemment, en conservant un pilote dans l'avion, hein, c'est-à-dire, bien évidemment, en conservant un humain dans la boucle. Par contre, dès lors qu'on commence à être sur des problématiques ou des catégories éminemment stratégiques, avec un impact business énorme, sur lesquels on va avoir une criticité très importante, sur lesquels, en général, on a peu de fournisseurs, on est très dépendant des fournisseurs. On va souvent trouver ce que j'ai appelé des fournisseurs polymorphes, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois potentiellement des concurrents, mais aussi des clients. Et puis là-dessus, en général, vous rajoutez quoi? Vous allez rajouter, en fait, une complexité interculturelle et de plus en plus une complexité géopolitique. Alors, c'est quoi là le rôle de l'acheteur? Le rôle de l'acheteur, ce qu'on attend de vous, c'est d'imaginer des stratégies de différenciation pour vous différencier de vos concurrents à l'achat et pour être capable de devenir, non pas un client lambda, mais le client préférentiel de ces fournisseurs pour sécuriser vos approvisionnements, pour accéder, pour travailler avec eux sur de l'innovation, etc. Et sur lesquels il y a des enjeux qui sont énormes, d'inventer de nouvelles façons de faire du business avec ces fournisseurs. Alors, la dernière étude du MIT et de Harvard nous montre que l'utilisation de la GenAI tend à homogénéiser la pensée et que dans des problématiques complexes, elle tend à être moins performante sur des problématiques ultra complexes. Donc en fait, quand on regarde des critères qui sont, plus vous allez devoir gérer des catégories, des problèmes qui vont être critiques, stratégiques, complexes, sur lesquels il va y avoir des enjeux qui vont venir à un moment donné avec des effets de boucle, d'accord, d'accélération, plus il faut que vous développiez des compétences qui sont des compétences distinctives humaines. Intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle, créativité, capacité de résolution des problèmes complexes. C'est éminemment humain et c'est là-dessus qu'il va falloir vous développer vos compétences. Et en fait, quand on essaye vraiment de penser par rapport aux grands théoriciens de la pensée complexe, vous regardez ce que dit Edgar Morin. Edgar Morin nous dit, oui, la complexité du monde actuel, c'est notre défi à tous, mais c'est aussi une formidable invitation pour tout le potentiel du cerveau humain. Et puis ma dernière question, elle va être sur la technologie en tant que telle. Et sur la technologie en tant que telle, ma dernière question, c'est l'agentique est-elle magique? Et donc par rapport à ça, je vais quand même vous poser un certain nombre d'interrogations. C'est avons-nous systématiquement besoin d'agentic AI, d'agents IA? En fait, honnêtement, dans plein de situations, un bon vieux RPA, du Robotic Process Automation, ça fait le job pour automatiser des process, pour automatiser des workflows. Donc, mon interrogation, c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'un lance-flamme pour allumer une bougie? En sachant que la GenAI, aujourd'hui, c'est quand même très énergivore. Vous prenez la RPA, c'est beaucoup moins énergivore. Ma deuxième interrogation, on va le faire à main levée. Je note pas, promis. Hein, c'est pas comme quand je suis à l'université. On va faire à main levée. Combien il y en a parmi vous qui ont besoin, en tant qu'acheteur, de connaître la structure moléculaire du glycogène? Mais alors, pourquoi vous utilisez tous des large language models qui ont été entraînés sur l'ensemble des connaissances mondiales? Et en termes de technologie, je pense que l'avenir va être à des small language models qui vont être entraînés sur des connaissances beaucoup plus ciblées, procurement par exemple, et puis pour Naos aussi sur la chimie par exemple, effectivement, d'accord, qui vont être plus précis, moins d'hallucinations, moins coûteux et moins énergivores. Ensuite, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour obtenir la quintessence de l'IA? À mon sens, à nouveau, en termes d'avenir, je pense que la quintessence de l'IA, on l'aura dans l'hybridation des technologies. Regardez aujourd'hui dans les industries, regardez dans les usines. Véritablement, il y a des impacts. C'est quand on est en train de combiner de l'intelligence artificielle et de la robotique. Pour nous, au niveau des achats, en termes d'avenir à nouveau, je crois beaucoup au fait de combiner de l'intelligence artificielle et des jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, pour être capables de reconstituer l'ensemble et de modéliser l'ensemble de nos chaînes de valeur, et l'IA, pour être capable de faire tourner des milliards de données, et donc de faire de vrais stress tests pour mesurer la résilience de l'ensemble de nos chaînes de valeur. Et typiquement, vous regardez une entreprise comme Nestlé, qui est très exposée à du risque climatique, elle a travaillé sur 7000 scénarios différents
à partir de jumeaux numériques et d'IA. Et puis, et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous connaissez la stratégie du post-it? Qu'est-ce que c'est que la stratégie du post-it? Eh bien, en fait, lorsque les post-it sont sortis, lorsque 3M a créé des post-it, personne ne savait les utiliser. Donc 3M, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont mis gratuitement à disposition de l'ensemble de leurs clients dans leur paquet. Pour qu'en fait, les clients, ils apprennent à les utiliser, ils créent des usages et ils créent leurs propres besoins. Et puis, une fois que véritablement, ils ont commencé à vraiment être accros, eh ben là, 3M les a facturés le prix que l'on connaît. Et en fait, aujourd'hui, les grands de la tech, ils font exactement la même chose. Dans la majorité des cas, et la majeure partie aujourd'hui des outils LLM, donc des outils de GenAI et d'Agentic AI, sont mis à disposition gratuitement. Regardez juste ChatGPT, 800 millions d'utilisateurs, grosso modo, il y a moins de 5% qui sont payants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on teste tous, à la fois personnellement et dans les entreprises. On est sur des logiques, on est en train de tester des usages, on crée nos besoins, et quand on sera vraiment à un moment donné, bien évidemment, et c'est logique, ils appliqueront un prix, voilà. Mais là, je m'adresse aux acheteurs. Parce que oui, ça va devenir effectivement, on va de plus en plus aller vers ça, c'est indéniable. Mais en tant qu'acheteur, vous voulez être dépendant de qui? Et vous voulez gérer la dépendance avec quel type de fournisseur? Des fournisseurs américains, ChatGPT, OpenAI, Gemini, etc. Ou est-ce que vous préférez gérer la dépendance avec un acteur français, par exemple, pour ne pas le citer, Mistral AI, et avec de l'infrastructure à minima européenne? Et là, mon interrogation, c'est, ne pensez-vous pas qu'en tant qu'acheteur, on a aussi une responsabilité sur la souveraineté et sur des enjeux en termes, à un moment donné, de reprise de position par rapport à des enjeux qui vont être éminemment critiques à l'avenir. Donc voilà, c'était mon dernier point. Et juste en guise de conclusion, je voudrais juste citer en fait un philosophe que j'aime bien, Gaston Berger, et qui nous dit « L'avenir est beaucoup moins à découvrir qu'à inventer ». Eh bien, je vous invite à l'inventer tous ensemble. Et vous l'aurez compris, j'aimerais bien que ce soit un peu moins énergivore et un peu plus souverain. Merci à vous. Natacha.